Donc bonsoir d'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence animée par le docteur Jean-Philippe Wagner, organisée par le réseau Going France, que vous devez connaître. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite après la conférence ou demain à aller sur le site réseaugoingfrance.com. Donc, le docteur Jean-Philippe Wagner propose un module, le 1er et le 2 mars, sur justement la théorie fondamentale de cancérologie occidentale, donc l'oncologie, via le réseau Going France. Le docteur Jean-Philippe Wagner est, médecin spécialisé en oncologie et médecine de la douleur et des soins de support intégratif, et il officie à Haguenau. Et ce soir, cette conférence, c'est une conférence justement sur la médecine intégrative, avec un état des lieux, comment ça se passe en France, et puis peut-être aussi rappeler surtout ce qu'on appelle la médecine intégrative. Jean-Philippe Wagner, bonsoir. C'est Bonsoir. Alors, juste avant de commencer, je précise, vous pouvez mettre des questions dans le chat, hein, si vous avez des questions plutôt d'ordre général. Bien sûr, ce n'est pas une consultation personnelle, hein, tout le monde l'a compris. Voilà. Et aux nouveaux arrivants, merci donc de couper votre micro. Merci bien. À vous, docteur. Merci pour l'invitation. Merci aux gens qui se connectent au fur et à mesure. Je vais terminer juste la présentation. Donc, effectivement, je m'appelle Jean-Philippe Wagner. J'ai 62 ans, donc je suis cancérologue depuis 1900, officiellement médecin senior depuis 1991. Je parle en âge, pas en âge parce que j'étais jeune à l'époque. Et voilà, j'ai un peu une casquette de cancérologue un peu différente des autres, on va dire, parce que très tôt pendant ma formation de cancérologue qui s'est faite d'abord à Lyon, enfin surtout à Lyon où j'ai mon diplôme de cancérologie. Il faut se remémorer que dans ces années-là, 87 à 91, il y avait très très peu de prise en charge à la fois de la douleur, des soins de support, des soins palliatifs, et c'était franchement une catastrophe. Et voilà. Donc je me suis heurté à la réalité des choses à cette époque-là, et comme je supporte pas la réalité des choses quand elles me déplaisent, j'ai tout fait pour essayer de changer la réalité. Et donc je suis passé, voilà, je suis cancérologue, j'ai aussi un diplôme de biologie moléculaire. Et donc ça, c'est mon côté scientifique et technique. Et je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose aussi pour l'humanité. Et donc, je me suis intéressé aux soins palliatifs. Donc, dans un premier temps, j'étais un des deuxièmes vagues de pionniers des soins palliatifs en France. J'ai terminé même vice-président d'un mouvement de soins palliatifs qui s'appelle Jusqu'à la mort, accompagner la vie, Jeanne Malve. Et puis en 2005, j'ai eu la chance de coécrire le premier article fondateur. On verra tout à l'heure ce que c'est sur les soins de support en France, avec notamment le professeur Krakowski et le professeur Burga de Tours. Parce que à l'époque, il y avait pas grand-chose dans l'accompagnement, et je le dis toujours, en 2000, les patients ont râlé au niveau de la Ligue contre le cancer parce qu'ils avaient organisé les états généraux du cancer en 2000. Et, et la conclusion, c'est qu'on a la meilleure cancérologie au monde, en tout cas européenne et technique. Et on a, par contre, on a oublié qu'autour de la tumeur, il y avait des patients. À l'époque, les patients nous ont dit, mettez un peu plus d'humanité dans les parcours de soins de cancérologie. Et donc, nous avons réagi en 2005 en créant les soins de support à la française. Et puis, progressivement, dans ma carrière, plus l'expérience s'accumulait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, il y a des gens qui vivaient beaucoup plus longtemps que ce que la faculté leur donnait comme espérance de vie médiane. La médiane de survie, c'est les statistiques qui disent, bah voilà, pour tel cancer à un stade métastatique, on a 36 mois de survie en médiane. Et puis il y a des patients qui dépassaient les compteurs largement. Et j'ai découvert une notion américaine qui s'appelle les long survivors, les longs survivants du cancer. Et ces longs survivants du cancer, par définition,
euh, en fait, vivent enfin, pas statistiquement, parce qu'ils le vivent réellement 2,5 fois plus longtemps que cette fameuse médiane de survie. Par exemple, s'il était à 40 mois, eh bien, ils vont vivre jusqu'à 120, 130, 130 mois, alors qu'ils sont toujours porteurs de la maladie. Et le seul point commun que j'ai découvert pour ces patients, c'est qu'ils ont recours aux médecines complémentaires. Donc, je me suis intéressé très tôt dans ma carrière à cela. Et maintenant, ben, on a, depuis presque 20 ans également, on a intégré cette notion de médecine intégrative, enfin, on essaye de l'intégrer en tout cas, cette médecine intégrative dans la prise en charge des parcours de soins. Et ça a abouti l'année dernière à la création d'une société savante qui s'appelle la Société française d'oncologie intégrative, dont je suis un des cofondateurs avec d'autres noms de la cancérologie française qui sont Alain Toledano, Jean-Louis Musset, Dr Jean-Yves Bagot, Dr Fleury à, à Clermont-Ferrand. Et voilà, donc un peu mon parcours très, très rapide. Alors ce soir, ben, on va faire un peu l'état des lieux sur ce que c'est que les soins de support, la médecine intégrative, comment en cancérologie on met tout ça en place, à la fois sur le plan conceptuel, expérimental, sur le plan scientifique et sur le plan organisationnel. Parce que, je vous dis, je suis persuadé que si on est passé de 45% de taux de guérison, je parle de taux de guérison, donc les gens qui ont un stade de cancer entre le stade 1 et le stade 3, de 45% quand j'ai démarré la cancérologie dans les années 90, à actuellement 55% de taux de guérison, c'est pas que à cause des progrès de la science et aussi et surtout à cause de l'accompagnement et surtout aussi bien sûr du dépistage et du diagnostic précoce. Mais c'est pas le sujet forcément de ce soir. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on intègre l'accompagnement global, humain, humaniste dans les parcours de soins. Et j'imagine que les gens qui nous écoutent savent que c'est pas aussi facile que ça. Voilà. Euh, le... Ça marche pas. Ok. Alors, bah, ce qu'on va voir ce soir, c'est bah, ce que c'est que cette santé intégrative, qui est la médecine de demain en train d'éclore, qui est en rapport avec une demande forte des patients. euh, qui... Par contre, il faut vraiment fermer vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, je vais pas y arriver. Le micro, c'est où? S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pourriez fermer votre microphone? Hop, Voilà, super. merci. Donc, c'est vraiment une demande forte des patients vers une prise en charge non médicamenteuse, hein. Ça apparaît clairement suite aux différents scandales pharmaceutiques qu'il y a eu dans les derniers temps. Et donc, on a créé cette notion en cancérologie de soins de support intégratifs, qui est une nouvelle évolution des soins de support qui ont été développés en France depuis 2005 et qui nécessite surtout de travailler de concert avec les cancérologues biomédicales purs et durs. Il y en a énormément, sinon c'est la large majorité, en utilisant des techniques de validation de ces médecines intégratives ou de ces tradimédecines comme on appelle la médecine chinoise, la médecine indienne, la médecine chamanique, la médecine amérindienne, etc. Et donc, on va revoir toutes ces notions ensemble. Donc, le plan que je vous propose, c'est qu'est-ce que c'est que la santé intégrative? On va définir un certain nombre de choses, notamment les pratiques non conventionnelles de santé. Vous allez voir qu'il y en a énormément sur Terre. Et la question, c'est quand est-ce qu'une pratique non conventionnelle de santé devient une intervention non médicamenteuse? Je vais vous donner deux exemples, que celles que je pratique au quotidien, qui est la photobiomodulation et la mycothérapie en oncologie, le traitement pour les champignons. Je vous rassure, pas hallucinogène, bien que j'aimerais bien, mais pour l'instant, on n'a pas le droit en France. Et savoir comment est-ce qu'on est en train d'implémenter tout ça en France sur le plan médical et administratif. Alors, qu'est-ce que c'est que la santé intégrative? C'est en fait une nouvelle médecine en fait, c'est simplement je dirais le revival d'une médecine ancestrale qui est en train de revenir parce que dans le temps, bah, on s'occupait, Hippocrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, s'occupait de l'ensemble du patient et pas juste d'un organe ou d'une fonction. Voilà.
La santé, définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est à la fois un bien-être physique, mental et être social, et il faut rajouter sexuel. Et il faut que tous ces états-là soient dans un niveau important pour qu'on se sente en santé. Je ne vous vois pas, mais en général, en conférence, quand il y a une salle devant moi, je leur demande combien de personnes se sentent en santé selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent les doigts. Parce que être à la fois bien en bien-être physique, mental et social, c'est pas si simple que ça. Ben, on a redéfini ce qu'on appelle la santé intégrative, qui est la médecine, c'est prendre soin de quelqu'un. Voilà. Eh bien, on a d'un côté la médecine conventionnelle, on a également les médecines complémentaires qu'on va redéfinir. Vous avez la médecine du bien-être, du mieux-être, une médecine individualisée, parce qu'on ne peut plus faire de la médecine statistique comme on en faisait dans les années 50 et 60. Et puis, il y a la médecine du mode de vie, c'est comment on interagit avec notre environnement. Et c'est l'intégration de l'ensemble de ces médecines qui fait cette santé intégrative, cette médecine intégrative, parce que on rappelle qu'on est un corps, un âme et un esprit, et qu'il faut donc travailler sur cet ensemble, cette complémentarité. Alors, médecine chinoise, le qi, le yin et le yang, c'est des choses qui sont parfaitement connues. Donc, on redécouvre finalement ce que les médecines traditionnelles n'ont pas oublié depuis plus de 5000 ans pour certaines. On est un corps physique, donc qui a besoin de bouger. Je vous rappelle qu'on a les mêmes gènes que Cro-Magnon. Cro-Magnon, il n'allait pas prendre sa voiture pour aller chercher chez Picard des, euh, des, euh, des aliments congelés. Il fallait qu'il chasse le mammouth. Il fallait qu'il court après le mammouth, il fallait qu'il fasse la cueillette, etc. On a exactement les mêmes gènes que Cro-Magnon, ça n'a absolument pas changé. Donc nous avons un corps qui doit bouger et qui doit bouger beaucoup pour être en santé. Ça nécessite aussi une alimentation qui est équilibrée, qui est correcte, dans un environnement physique qui nous sécurise et qui nous permet de se développer. Nous sommes des êtres de spiritualité et sans spiritualité, eh bien, on ne peut pas vivre. Et donc, il faut absolument qu'on ait cette connexion esprit-corps dans un milieu social qui nous est favorable et que, en plus, avec l'individualisme qui augmente, on ait en plus ce développement personnel et professionnel qui soit optimal. Il faut vraiment que tous ces paramètres-là soient optimisés pour que nous sentions en santé et que nous vivions le plus longtemps possible sans maladie, et que quand on a une maladie chronique comme le cancer, le diabète, l'hypertension, les maladies neurologiques, eh bien, il faut qu'on optimise tous ces paramètres-là pour vivre longtemps avec la maladie, avec le moins de symptômes possible. Et donc, bah, designer autrement, encore une fois, on est un corps, un esprit ou une âme, et puis on est géré par notre mental dans un environnement. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai optimisé tous ces paramètres-là pour être dans la roue de la santé? Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que j'ai tous mes besoins physiques? Est-ce que je me détoxifie correctement? Est-ce que je suis en congruence avec moi-même? Être fidèle à soi-même, c'est la congruence. Est-ce que mon environnement est propice à mon développement dans toutes les autres parties de ce que je suis. Et puis, voilà, est-ce que je suis stressé? Est-ce que je peux gérer mes émotions correctement, etc. Alors, l'oncologie intégrative, c'est quoi? C'est un domaine de soins contre le cancer fondé sur des données factuelles. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on reverra dans la formation, parce que je suis un scientifique. Et que pour qu'une intervention non médicamenteuse comme le Qigong, qui est devenue une intervention non médicamenteuse officielle, on le verra dans la formation, euh, il a fallu qu'il y ait une validation scientifique. Et que cette validation scientifique, elle passe par un certain nombre de filtres, voilà, qui est absolument essentiel. Et vous allez voir tout à l'heure que j'insiste énormément sur ça. C'est vraiment l'oncologie intégrative, c'est vraiment, merci de bien fermer votre microphone, s'il vous plaît. C'est de vraiment d'avoir ces données de la science centrées sur le patient. C'est le patient qui est absolument essentiel dans ça. Alors, j'aime pas cette notion de centrer sur le patient. Souvent, on met le patient au centre d'une roue où il y a plein de professionnels de santé.
Moi, je préfère la ronde, c'est-à-dire que le patient se donne la main dans une ronde autour de sa santé avec les autres professionnels de santé ou de la santé, on verra la différence plus tard, utilisant des thérapies du corps et de l'esprit, des produits naturels et ou des modifications de mode de vie en parallèle à des traitements conventionnels, en complément à des traitements conventionnels. C'est ça qui est important et pas à la place des traitements conventionnels. Le but est d'améliorer la santé, la qualité de vie et de devenir des patients, ainsi que de sensibiliser, d'éduquer à la prévention et d'aider les patients à devenir acteurs, essentiels aussi comme vous, avant, pendant et après le traitement de leur cancer. Vous voyez que les mots-clés, données factuelles, centrées sur le patient, utilisation de thérapies finalement non pharmacologiques, améliorer l'état de santé, la qualité de vie pour vivre plus longtemps dans de meilleures conditions. Alors, j'ai déjà utilisé des gros mots comme intervention non pharmacologique ou non médicamenteuse et pratiques non conventionnelles de santé. Je vais vous expliquer ce que c'est. Bon, on va commencer par le terme ancien qui est pratique non conventionnelle à visée thérapeutique ou pratique non conventionnelle. Il y a plein de synonymes. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, définit les pratiques non conventionnelles de santé comme un vaste ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la tradition du pays, même s'il s'agirait, sinon il s'agirait de médecine traditionnelle. On va tout de suite comprendre la médecine chinoise qui nous intéresse aussi aujourd'hui ce soir et dans les formations qu'on va donner. C'est ce qu'on appelle une tradimédecine, une médecine traditionnelle. Euh, Par exemple, au Japon, la deuxième médecine qui a été reconnue, c'est le shiatsu. Le shiatsu est devenu la deuxième médecine. C'est une médecine traditionnelle ancestrale et qui est prise en charge dans le système de santé global au japonais. Ou ne sont, alors c'est pas partie de la tradition du pays, ou ne sont pas intégrés à son système de santé prédominant. D'accord? On va tout de suite faire quelle est la médecine traditionnelle européenne? Eh bien, c'est la naturopathie. C'est la médecine hippocratique. Et certains disent qu'on complète par l'homéopathie. C'est ça notre tradimédecine. D'accord? Et cette tradimédecine, bon, elle est un petit peu chahutée en ce moment, mais il faut rappeler que historiquement, la tradimédecine européenne, c'est la médecine hippocratique et naturopathique. Les pratiques complémentaires ou non conventionnelles à visée thérapeutique ne sont pas validées scientifiquement selon des critères définis. Dans le cas de la prise en charge en cancérologie, ces pratiques se veulent complémentaires, mot que je vais insister 50 fois aujourd'hui. C'est complémentaire, c'est pas alternatif, c'est pas à la place d'eux. Au traitement et suivis médicaux, ils ne constituent pas la prise en charge principale. Là, j'ai tiré cette définition d'un réseau de cancérologie de France. Et vous avez, dès que vous rentrez dans le monde de la cancérologie, vous avez beaucoup de cancérologues qui disent ah, c'est des conneries, machin, etc. Il faut pas faire, c'est pas prouvé, etc. Donc, on essaye de les éduquer. Certaines pratiques non conventionnelles peuvent avoir des interactions avec les traitements, et c'est ça qui fait peur aux cancérologues. Ils ont deux peurs. La première, c'est de perdre le patient, et la deuxième, c'est que des champignons chinois empêchent la chimiothérapie ou la radiothérapie de fonctionner. Je dis ça volontiers parce qu'il y a eu un problème aux États-Unis où des thérapeutes ont prescrit à des patients, Ouais. conseillé à des patients comment ça s'appelle? Des champignons. Et il y a eu une erreur parce que c'est compliqué le chinois, et il y a eu des erreurs, et il y a eu des morts parce qu'on a donné le mauvais champignon. Donc voilà, c'est ça, on s'en souvient toujours, les cancérologues s'en souviennent, disent ah là, non, faut pas faire ça, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a ces alertes tout le temps continuellement. Ils donc conseillé de toujours demander l'avis à un médecin. Ok. Mais pour ça, il Excusez-moi. faut oui. Attendez, Jean-Philippe Patricia, voilà, merci. Elle vient de fermer son micro. Voilà, pardon. Vous pouvez Et continuer. donc c'est toujours trouver un médecin, l'avis à un médecin, mais il faut trouver un médecin qui est intéressé aux médecines complémentaires. Parce que si vous demandez à un médecin qui comprend rien, bah, il va vous dire vous interdire. Et c'est un peu un scandale, et c'est ça qui est compliqué, c'est ça on est en train d'essayer de changer. Seulement, le problème, c'est que des cancérologues formés aux médecines complémentaires, il y en a, allez, 20 en France à l'heure actuelle. Donc voilà, donc des exemples de pratiques non conventionnelles, l'acupuncture malheureusement est citée dans ce rapport, l'ostéopathie, l'hypnose, l'aromathérapie, les barreurs de feu, les compléments alimentaires, l'homéopathie. Enfin, voilà, il y a encore énormément à dire sur ce sujet-là,
mais c'est des choses officielles publiées dans un réseau de cancérologie. 450 pratiques non conventionnelles de santé retrouvées sur Terre par l'Organisation mondiale de la santé. 450. Ça va de A, acupuncture, à Z, zoothérapie, en passant par U, urinothérapie. L'acupuncture, médecine traditionnelle chinoise, il y a des preuves, il y en a 100 milliards de preuves absolument que ça fonctionne. Il faut arrêter de dire que c'est une pratique non conventionnelle de santé. La zoothérapie, il y a moins de preuves, c'est pas reconnu encore comme une intervention non pharmacologique. On va voir comment ça devient une intervention non pharmacologique. Et donc, il faut faire quoi pour qu'une pratique non conventionnelle de santé, comme l'urinothérapie, l'urinothérapie, c'est boire sa propre urine pour guérir du cancer. Je vous laisse imaginer que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'études scientifiques qui l'ont démontré, en tout cas. Et puis, en blaguant, je dis toujours, c'est que sur la planète Dune que l'urinothérapie fonctionne, parce que comme il n'y a pas d'eau, il faut qu'ils boivent leur propre urine. Hein. Ça, c'est pour les aficionados de la science-fiction qui ont lu Dune jusqu'au bout. Donc voilà, donc ça marche pas l'urinothérapie, ça sera jamais une pratique reconnue non conventionnelle. De 30 à 70%, même 80, voire 90% des patients ont, notamment en cancérologie, ont recours à une pratique non conventionnelle de santé pendant leur parcours de soins. Il faut donc arrêter de jeter tout le monde, parce que sur 3 millions, 3 à 4 millions de personnes qui vivent en France avec un cancer ou après un cancer, vous avez quand même jusqu'à 2 400 000 personnes qui ont eu recours à un moment ou à l'autre à une pratique non conventionnelle de santé. D'accord? Donc il faut, au lieu de jeter tout le monde, il faut peut-être les accompagner plutôt que de les jeter. Alors, comme on est des scientifiques, on aime bien classer les choses. Là, j'ai repris la classification des interventions non médicamenteuses proposées par le professeur Grégory Lino à Montpellier, qui est la référence dans ce domaine des interventions non médicamenteuses, notamment en cancérologie, parce qu'il travaille au Centre de lutte contre le cancer de Montpellier. Il les classe en 5 catégories. Hier, je l'ai encore entendu à Paris, il n'y en a plus que 3, mais pour l'instant, il y a encore 5. Psychologique, physique, nutritionnel, numérique, élémentaire. Le Qigong, par exemple, on va le mettre, pour moi, on le met à la fois dans ce qu'on appelle mind-body. Mind-body, c'est on travaille à la fois l'esprit et le corps. Donc, c'est psychologique et physique. Donc, c'est entre les deux. Je prends juste un exemple de chaque catégorie. L'art-thérapie, c'est considéré comme une intervention psychologique, psychologique. L'activité physique, qui est la pratique complémentaire qui est reconnue maintenant partout et qui devrait être implantée dans chaque centre de cancérologie, ce qui est loin d'être le cas. Mais le Qigong, ça rentre dans une activité physique, en plus adaptée, notamment le Guoling. Donc c'est absolument essentiel aussi. Les compléments alimentaires du programme nutritionnel, par exemple le jeûne thérapeutique, le jeûne thérapeutique, le jeûne intermittent, ça rentre dans les approches nutritionnelles. Vous avez le numérique, par exemple la thérapie par la réalité virtuelle qui se développe de plus en plus. Dans mon ancien centre de cancérologie à Dunkerque, on avait 2 lunettes de réalité virtuelle qu'on mettait aux patients pendant la chimiothérapie pour qu'ils aient eu moins d'anxiété, moins de nausées, vomissements, etc. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les élémentaires, comme les préparations minérales, et vous avez par exemple vous avez par exemple les champignons, donc voilà, je suis un des grands utilisateurs, notamment les champignons chinois, en complément et en soins de support en cancérologie. Et puis j'ai une autre, la méthode électromagnétique, c'est la photobiomodulation dont je vais parler. Alors, quand est-ce qu'une pratique non conventionnelle de santé devient une intervention non médicamenteuse? Vous avez là le professeur Grégory Nino, qui est la référence dans ce domaine-là, dans la recherche de ces pratiques, qui a écrit plusieurs livres, dont un pour les professionnels de santé, de la santé ou de santé qui nous écoutent ce soir. Je recommande vraiment le guide professionnel des interventions non médicamenteuses. Et pour le grand public, vous avez 100 médecines douces validées par la science.
Alors, vous regardez, en cancérologie, il n'y en a que 3, mais il a choisi, il a fait exprès de reprendre que 100 parce qu'il ne pouvait pas faire un catalogue. Par contre, allez sur ces sites Internet, vous allez retrouver l'ensemble des pratiques qui sont recommandées à l'heure actuelle. Eh bien, je vais prendre l'exemple du Qigong. Voilà. Est-ce que la question, c'est est-ce que le Qigong est une intervention importante à recommander dans la prise en charge des parcours de soins cancérologiques? C'est ça la question. Mon hypothèse, c'est que c'est vrai. Euh, il y a des centaines de millions de Chinois qui, depuis des décennies, des siècles, se font soigner. C'est une méthode de soins reconnue en Chine. Est-ce que le Qigong peut être reconnu en Europe? Parce que je rappelle quand même que nous ne sommes pas des Chinois. Nous n'avons pas le même cytochrome, nous n'avons pas le même métabolisme, etc. Par exemple, il y a des traitements de cancérologie qui fonctionnent super bien en Asie, qui fonctionnent absolument pas en France. Donc, c'est pas parce qu'un médicament a été développé en Chine qu'il va être efficace en France, en Europe, parce qu'on n'a pas les mêmes métabolismes. Je le sais, j'ai 3 enfants adoptés asiatiques. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout le même métabolisme que mes 2 enfants alsaciens que j'ai fait après. Donc, voilà, donc il faut faire attention à ça. Ce qui se passe en Asie n'est pas complètement reproductible forcément en Europe, aux États-Unis. Donc, il faut refaire des études. Là, je suis intransigeant sur ça. Ce qui se passe en Asie n'est pas forcément retransmissible en, en Europe ou aux États-Unis. Donc, l'hypothèse, c'est que c'est vrai, c'est que c'est oui. Donc, il faut faire des expériences. Il faut faire des expériences dans des bonnes conditions scientifiques. On attend les résultats et on conclut, ça marche ou ça marche pas. Alors, c'est différent de ce qu'on appelle la rumeur ou la sagesse populaire. C'est ce qu'on dit, ah bah tiens, je vais prendre un exemple, le magnétiseur a guéri ma femme qui avait un cancer du sein métastatique. Bon, ça c'est la rumeur. Va donc voir le magnétiseur. Ok. Il faut vous assurer qu'il n'y a jamais aucun magnétiseur qui a guéri un cancer du sein métastatique. Il y a des témoignages rapportés. Je conseille plein d'associations de patients, que ce soit en cancérologie ou dans d'autres pathologies lourdes comme les Covid longs, etc. Il faut faire attention. Une expérience personnelle n'est pas forcément reproductible. Ce qui s'est passé pour une personne ne peut pas être généralisé à l'ensemble de la population. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire des études scientifiques selon les critères de la science. Et alors là, actuellement, on est en train de s'étriper dans le monde de l'intervention non médicamenteuse pour ça, parce que le gold standard, c'est le médicament. Mais on ne peut pas faire des programmes d'expérimentation pour les médicaments comme on les fait pour des interventions comme le Qigong. Je rappelle que pour le Qigong, on ne peut pas faire de randomisation en double aveugle. Il faut qu'il y ait un professeur de Qigong. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on trouve des nouvelles manières d'évaluer ces pratiques, ces protocoles d'intervention non médicamenteuse. Donc, on est en train de s'étriper sur ça, mais ça, on va bientôt finir de s'étriper. Et donc, il faut qu'il y ait plusieurs études scientifiques concordantes. Ça veut dire que la science, c'est pas parce qu'il y a eu une fois un expérimentateur qui a démontré que sauter en parachute, c'est mieux que de ne pas sauter en parachute. Je prends l'exemple extrême, mais voilà. Alors, on ne va pas s'amuser à randomiser un groupe de patients qui sautent en parachute, enfin de personnes qui sautent de l'avion avec le parachute et d'autres qui n'ont pas de parachute. Les résultats, vous savez que 100% des gens qui n'ont pas de parachute vont mourir au bout. Et puis il y a un petit pourcent de gens où le parapluie va pas s'ouvrir, le parasol va pas s'ouvrir et qui vont s'écraser quand même. Mais là, on n'a pas besoin de faire une grande étude pour le démontrer. Mais par exemple, si je prends l'exemple du Qigong en Europe, eh ben, il va falloir faire une première expérience et que cette expérience soit réplicable dans les mêmes conditions. Par exemple, il y a des gens qui font l'expérience à Montpellier, ça a l'air de marcher. C'est pas parce que ça marche qu'il faut le faire dans toute la France. Il va peut-être falloir le refaire à Strasbourg. Et il faut donc qu'il y ait 2, 3 études scientifiques faites dans les mêmes conditions qui démontrent que le traitement, le protocole d'intervention non médicamenteuse fonctionne. À ce moment-là, on peut le faire. On peut le recommander. Ça, c'est intransigeant là aussi sur ça. Et puis ensuite, bah, on se réunit entre experts et on dit, bah, effectivement, on voit que le Qigong Guoling à Montpellier et le Qigong Guoling à Strasbourg, fait dans le même protocole, fonctionne. Ça permet d'améliorer la qualité de vie, d'avoir moins de douleur et d'augmenter finalement peut-être la quantité de vie. À ce moment-là,
on peut recommander le Qigong Yuling dans les parcours de soins en cancérologie. OK? Ça, c'est des choses. Voilà. Vous connaissez la réponse, c'est sûr que c'est oui, mais malheureusement, il faut le prouver. Donc, pour ceux qui les thérapeutes ou les gens qui s'intéressent, ou même les patients qui s'intéressent à tout ça, je vous conseille vivement la lecture du livre de Jean-Loup Misset qui est sorti en début d'année, qui s'appelle Oncologie intégrative du cancer vers la santé. Pour les non, ceux qui n'ont pas fait de biologie ou d'études, faut s'accrocher un petit peu, mais c'est tout à fait lisible. Donc, c'est vraiment devenu notre Bible en oncologie intégrative à l'heure actuelle. Et j'ai retiré de ça de son livre que je trouve absolument superbe. Les preuves pour la prise de décision en santé, c'est dans le New England Journal of Medicine en 2017, c'est quand même le journal de référence au monde en médecine. Et le professeur Friedel, il dit, à la fin d'un article, pour ceux qui font de la recherche, il y a toujours un argument pour plus de recherche et de meilleures études. Mais attendre plus d'études est souvent une décision implicite pour ne pas agir ou pour agir sur la base de la pratique antérieure, surtout pour rien bouger, plutôt que sur la base des meilleures preuves disponibles. Donc ça, c'est juste pour mettre un coup aux médecins, aux biomédicaux, etc., qui attendent toujours de changer ce qu'ils ont appris il y a 20 ans ou 30 ans. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple, deux exemples hein, pour illustrer mon propos rapidement. La photobiomodulation, dont je suis un des experts français depuis 2014, c'est une intervention non pharmacologique en soins de support intégratif. Qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de la lumière rouge. Hein. Je vous rappelle que, surtout pour les gens qui pratiquent le Qigong, c'est une énergie. On est tous de l'énergie qui est devenue solide. Et on est tous de la lumière. On est tous de la poussière d'étoiles. Et au départ, quelque part, probablement de lumière, on est tous de l'énergie qui s'est matérialisée. Bon, le spectre lumineux, ça va de l'ultraviolet à l'infrarouge, au rouge à l'infrarouge. Et en fait, la photobiomodulation, c'est l'utilisation de deux lumières qui sont absolument phénoménales, qui sont le rouge visible et l'infrarouge proche. Vous voyez que cette lumière, elle traverse la peau, elle va jusqu'à 5 centimètres en dessous de la peau. Et donc, c'est l'utilisation de la lumière rouge pour soigner. C'est le lumière rouge et infrarouge. C'est l'énergie photonique non ionisante. Hein, moi, je suis radiothérapeute de formation. Alors, je suis à la fois chimiothérapeute et radiothérapeute. Je dis, ça fait 40 ans que j'ai empoisonné beaucoup de monde et que j'ai brûlé beaucoup de gens. Alors, en 40 ans, il y a eu énormément de progrès, heureusement. Et puis, il fallait de toute façon passer par là. Et puis, ça reste quand même le traitement de base du cancer. Mais à la fin de ma carrière, pour les 12 prochaines années, je vais essayer de réparer les gens plutôt que de leur faire du mal. Alors, c'est faire du mal pour faire du bien. Hein. Je fais attention à ce que je dis. Donc, moi, mes photons de mes accélérateurs qui coûtent plusieurs millions d'euros, c'est des machines qui font des photons ionisants, donc qui détruisent l'ADN. Là, moi, j'utilise la lumière qui régénère. Donc, c'est juste l'inverse. Ça brûle pas, ça chauffe pas comme un laser chirurgical ou comme dans Star Wars, où on coupe un bonhomme en deux ou une plaque de métal en truc. C'est la même, c'est toujours la lumière, mais c'est une question d'énergie et de longueur d'onde qui est différente. Alors, ça, c'est en plein développement à l'heure actuelle grâce à un petit machin qui s'appelle des LED. Et ces LED, actuellement, ils tiennent une puissance électrique de plus en plus importante. Donc, ils transforment l'électricité en lumière, qui est quasiment monochromatique. Et donc, on a maintenant des LED. Elles sont toutes fabriquées en Chine parce qu'il n'y a que des usines en Chine de LED pratiquement. Et toutes les LED au monde arrivent de là. Et donc, on arrive à faire des LED qui tiennent l'énergie et qui permettent de faire de la lumière pratiquement monochromatique et de grande puissance parce que je peux vous assurer, passer 24 heures au soleil, ça ne marchera jamais comme passer une minute sous mes appareils. Donc, ça ne sert à rien. Nous, on a de la lumière rouge très puissante. Pourquoi ça marche? Alors, c'est découverte 1967, prix Nobel 1974. C'est cette mitochondrie. Vous allez entendre parler de plus en plus de médecine de la mitochondrie. Tout ce qui est médecine régénérative, anti-âge, etc., le biohacking, ça passe par cette mitochondrie qu'il faut booster parce que c'est notre batterie électrique de nos cellules, notamment des nerfs et des muscles, et que cette batterie, si elle fonctionne pas bien, elle s'encrasse. Imaginez une pile électrique qui fonctionne pas bien correctement, vous avez un machin blanc qui sort, ça s'appelle de l'oxydation. Ben, vous imaginez que cette oxydation, ben, c'est pareil au niveau cellulaire, au niveau de la mitochondrie. Une mitochondrie qui est pas bien nourrie,
qui fonctionne pas correctement, qui est malade, la batterie se met à plat et en plus, elle fabrique de l'oxydation. Et donc, ça va augmenter le stress oxydatif et énormément de pathologies chroniques comme le cancer, comme d'autres maladies, sont en fait du stress oxydatif qui entraîne une inflammation de bas grade généralisée. Et cette inflammation de bas grade, ça peut faire de l'artériosclérose, ça peut faire du diabète, ça peut faire tas de maladies chroniques que vous connaissez tous. Et on s'est rendu compte, c'est ça le prix Nobel de 1974 par une Russe, que si vous illuminez des mitochondries, eh bien, vous allez activer une enzyme de la respiration. C'est aussi notre poumon, on peut dire, c'est le poumon cellulaire. Vous allez activer une enzyme qui s'appelle le cytochrome C oxydase. Et parce qu'il y a deux photoaccepteurs de cuivre, deux de cuivre et deux de fer. C'est l'effet inverse de ce qui se passe dans la photosynthèse. On n'a pas le temps de vous expliquer tout ça, mais voilà. Et j'ai des webinaires sur YouTube qui expliquent tout ça. Et en illuminant la mitochondrie, elle respire mieux. Et en respirant mieux, elle fabrique plus d'énergie qui s'appelle de l'ATP. Et elle élimine mieux les déchets. Parce que j'explique aux patients, si vous voulez vous chauffer, il faut mettre une bûche dans la cheminée. Cette bûche, c'est quoi? C'est de la cellulose, c'est donc du sucre, du glucose. Il faut de l'oxygène. Si tout marche bien, bah, ça fait une belle flamme. Et si la belle flamme a bien fonctionné, vous avez de la suie qui reste ou très peu de suie. Si vous mettez la mauvaise cellulose, du mauvais oxygène, vous avez beaucoup de charbon. D'accord? Et ça s'encrasse. Et donc, il faut absolument que votre chaudière, elle fonctionne correctement. Et ben, en biologie, pour que cette chaudière fonctionne complètement, c'est la mitochondrie. Et cette mitochondrie, elle peut être réactivée par la lumière rouge, tout bêtement. Donc, si vous vous intéressez, vous tapez photobiolation sur Internet. Actuellement, c'est absolument. Alors, pour avoir de meilleurs trucs, je vous conseille le dernier. Je vais arrêter de parler de Chine ce soir. Mais DeepSeek, la dernière intelligence artificielle qui est sortie, elle est en train de battre tout le monde et c'est les Chinois qui l'ont fait. Elle écrit mieux le français que ChatGPT. Voilà, donc on a complètement décortiqué ça. Donc c'est juste pour vous illustrer que la science, elle démontre comment ça fonctionne. Alors je prends juste je suis homéopathe aussi. Le problème de l'homéopathie, c'est qu'on n'a jamais démontré comment ça fonctionne. Et ça fonctionne. Sauf qu'on n'a pas les outils pour démontrer comment ça fonctionne. Donc on jette. Mais l'avantage de la lumière rouge, c'est qu'on sait comment ça fonctionne. Donc on commence à avoir de plus en plus d'adeptes, de gens qui s'intéressent à la lumière rouge, c'est surtout les patients, parce que les patients, ils s'intéressent à tout. Quand on est dans des situations graves, ils s'intéressent à tout et ils viennent dans les centres de photobulbulation par le bouche à oreille, par Internet, etc. Et ils ressortent parce que ça marche super bien. Euh, Patricia, elle est là, donc elle sait de quoi je parle. Ça fait quoi? Ça augmente la prolifération et la régénération cellulaire. Donc, on a eu en cancérologie, on a mis 20 ans de retard sur les autres parce que prolifération cellulaire, voilà, de toute façon, ça fait pousser le cancer. Et donc, en fait, on s'est rendu compte au bout de 20 ans, 30 ans de recherche, ça fait absolument pas pousser le cancer et qu'au contraire, j'ai pas le droit de le dire. La cicatrisation, ça améliore la cicatrisation. Or, le cancer, c'est une cicatrice qui guérit pas. C'est anti-inflammatoire et antalgique. Or, le cancer, c'est une inflammation qui guérit pas. OK? Trois petits points de suspension, j'en dirai pas plus parce que ces travaux sont en cours. Et ça marche en gynécologie, en oncologie. Il n'y a pratiquement pas une spécialité où vous n'avez pas un intérêt. Alors, j'ai commencé en 2014 avec ce petit matériel-là. Donc, c'est des petits accessoires qui permettent d'illuminer une zone du traitement. J'ai commencé sur le cancer du sein parce que, comme je suis médecin de la douleur depuis longtemps et médecin de soins de support, trois femmes sur cinq, après un traitement par chirurgie, radiothérapie, plus ou moins chimiothérapie, ont ce qu'on appelle un syndrome douloureux post-mastectomie. Ce syndrome douloureux post-mastectomie persistant, c'est des femmes qui ont des douleurs dans le sein, qui sont plus capables parfois de tenir de porter un soutien-gorge, de tenir un enfant, d'embrasser leur mari, de dormir sur le côté à cause des douleurs. Et ces douleurs, elles sont situées de manière, elles suivent un trajet nerveux, je n'ai pas dit méridien, j'ai dit un trajet nerveux qui part de D2, D3, D4, qui part en axillaire, qui passe au-dessus du sein, au-dessus du mamelon, il y a souvent une douleur à ce niveau-là. Et donc, vous appuyez sur ces zones-là.
vous laisse deviner si c'est des si c'est des points d'acupuncture ou pas. Ces zones-là, vous appuyez juste un petit peu et la patiente, elle saute au plafond. C'est une douleur neuropathique qui est terrible, qui est liée à une blessure du nerf. Même les meilleurs chirurgiens du monde, ils ne savent pas faire autrement que de blesser plus ou moins le nerf qui passe au niveau du creux axillaire. Pour les femmes qui ont été opérées et qui nous écoutent ce soir, vous savez que c'est des douleurs des zones d'insensibilité qui restent au niveau de la partie interne du bras, du creux axillaire, de la partie externe du sein, et c'est très désagréable. 3 femmes sur 5, je l'ai dit. Mais on s'en fiche complètement. Mais madame, je vous ai sauvé de votre cancer du sein, soyez contente. Un petit point de suspension. Eh bien, la photomyélation, ça marche sur ces choses-là. Et on sait, la science nous démontre comment ça fonctionne, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un autre photoaccepteur, soit un récepteur de la douleur au niveau cutané. Et ce photoaccepteur, quand on le titille avec la lumière rouge, il s'éteint. Et la douleur s'éteint. J'ai pas le temps, bien sûr, de le faire plus, et puis c'est un peu compliqué à expliquer. Mais sachez simplement qu'on a découvert que dans nos nerfs, à la superficie de nos nerfs, il y a des zones qui sont capables d'accepter la lumière et d'être éteints par cette lumière. Donc mon expérience, c'est comme ça que ça fonctionne. J'avais une hypothèse, j'ai fait une étude sur les patients au fur et à mesure qu'ils venaient, je les ai publiés. Et donc, les résultats, sur 89 patientes, 32 patientes pour le traitement ont dû prendre quand même un traitement antidouleur. J'ai changé mon protocole, j'ai plus aucun patient qui prend le traitement antidouleur. Je voulais juste vous montrer ça. Avant la prise en charge, les patients avaient en moyenne une douleur de 6,43 sur 10 en moyenne. À la fin des 10 séances de photobiolation, ils tombaient à 1,28. Je vous assure qu'il n'y a aucun traitement antalgique médicamenteux qui donne cet effet-là. Ah, aucun. D'accord? Ça persiste dans le temps. C'est à 3 mois, on descend même à 1,8. Ça remonte un petit peu à 1,8. Il y a à peu près 20% des patientes qui reviennent faire une nouvelle série. Et puis, voilà, au fil du temps, on passe d'une douleur qui est sévère à une douleur qui est supportable. Simplement avec une intervention non médicamenteuse. Et enfin, ça commence à être reconnu dans les instances médicales. Parce qu'une fois qu'il y a des expérimentateurs comme moi, mais je ne suis pas le seul, hein, il y a 12 000 expérimentations qui ont été faites et ont été publiées, eh ben, ça commence à être dans les recommandations internationales où effectivement la photomyélation devient un des traitements en soins de support. Je vais passer sur ça, c'est juste pour vous démontrer que c'est la réalité scientifique. Vous avez bon, Antoine Lemaire à Valenciennes qui fait beaucoup de photomyélation comme moi, qui est aussi médecin de la douleur et qui dit bah voilà, faudrait faire ça partout. Par exemple, on fait de la laser acupuncture. On commence à savoir où sont les points de méridien, vessie, etc. pour certains patients. Donc voilà, c'est juste pour vous démontrer cette pyramide que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que on a une hypothèse, on fait de l'expérimentation et on trouve le consensus international. Mais c'est pas parce qu'il y a un consensus une fois que ça se généralise. Parce qu'après, c'est oui, mais comment je fais, combien j'investis, comment je me forme et est-ce que c'est payé par l'assurance maladie? Bon, je vais passer le truc, mais c'est juste pour vous démontrer. C'est le processus du Qigong. Le Qigong, il va falloir dire, ouais, ça marche aussi en Europe. Il y a des études qui le démontrent. Je vous assure que ce sera le cas dans le cas de la formation, je vous démontrerai qu'effectivement, il y a du Qigong qui est recommandé dans certaines prises en charge en oncologie ou en traitement de la douleur. Mais la question, c'est comment on le rembourse? Comment est-ce que les patients peuvent avoir accès à un professeur de Qigong partout en France? C'est une autre question. Champignons, parce que voilà, j'ai pris le champignon parce que c'est une de mes spécialités aussi. Le reishi, champignon millénaire en Asie pour stimuler le système immunitaire et prolonger la vie, hein. C'était le champignon de l'empereur qui était immortel grâce au reishi. L'empereur chinois s'est incorporé aux USA dans ce qu'on appelle l'American Herbal Pharmacopoeia, qui est recommandé pour la stimulation du système immunitaire. Des champignons, c'est absolument fantastique.
parce qu'il y a 400, plus de 400 composants actifs dans les champignons. Donc là, je vous ai mis, moi je travaille beaucoup avec une marque qui fasse d'Atera. Voilà, la crinière du lion, le reishi, le polypore, le shiitake, etc. En Asie, c'est remboursé. Hein, il y a même des traitements anti-cancer intraveineux qui sont faits et qui sont remboursés en Chine et au Japon. Les champignons, il y a plein, plein, plein de choses qui marchent, qui sont des anti-inflammatoires, des immunostimulants, etc. Et pourquoi je prends le champignon? Parce que le champignon, c'est devenu une intervention non pharmacologique reconnue par la science. Parce que c'est là où il y a le plus d'études en phytothérapie. C'est pas des plantes, mais c'est pas grave. J'ai utilisé un gros mot qui est la phytothérapie, dans lequel il y a des études qui ont été faites. C'est tiré d'une présentation que j'ai faite à la Société d'ethnopharmacologie à Metz l'année dernière. Voilà, par exemple, on sait très bien qu'il y a le bêta-glutane, les terpènes. On a décortiqué les champignons, on sait quelles sont les molécules qui sont actives, notamment en traitement anti-cancer. Alors, juste pour vous dire comment ça fonctionne, là, on rejoint le microbiote. On parlera forcément dans la formation du microbiote, etc. Parce que je rappelle qu'on a 4 cœurs, on a 4 cerveaux, pardon. Le cerveau qui est sur la tête, on a l'intestin, on a le système immunitaire et personne ne trouve le dernier qui est le cœur. Et le cœur réagit beaucoup plus vite aux émotions que la conscience. Ok. Parce on a retrouvé qu'il y a un mini-cerveau dans le cœur qui réagit beaucoup plus vite que le cerveau qu'on a sous le crâne, etc. Mais on a notre microbiote qui nous défend. On a 10 fois plus de gènes viraux, champignons, de bactéries que de cellules dans notre corps. Et notamment, on s'est rendu compte que dans les champignons thérapeutiques, il y a un truc qui s'appelle les PAMP. Alors, c'est pathogène associated molecular pattern. C'est juste pour vous dire ce que c'est. C'est que quand on commence à naître, enfin, quand on est né, pardon, je dis toujours, il faudrait mettre tous les gamins dans un bac à sable plutôt que dans une bulle. Dans le bac à sable, vous allez avoir plein de champignons, etc. Vous avez les bons champignons et les bonnes bactéries qui vont nous défendre, qui vont fabriquer notre système immunitaire. Ça passe par la reconnaissance des PAMS. Et il se trouve que les cancers en font des DAMS. Les DAMS, c'est la destruction des cellules cancéreuses, soit naturelles, soit par chimiothérapie, fabriquent des DAMS, c'est de D pour destruction, par rapport aux PAMS, et ils se ressemblent beaucoup. Et donc, les champignons, vous les exposez quelqu'un à des champignons, il va avoir son système immunitaire qui va se gonfler. Et s'il a un cancer ou une maladie virale comme le Covid, le machin, etc., eh bien, il va reconnaître les DAMS parce qu'il a déjà été exposé aux PAMS des champignons. Voilà. Normalement, c'est une diapo qui prend 15 minutes, mais c'est juste pour vous expliquer que la science a compris comment marchaient les champignons. J'en ai une autre pour vous expliquer qu'on a décortiqué complètement comment ça fonctionne, où les champignons fonctionnent. Voilà, on va passer. Mais, mais tout ça, c'est pour vous montrer que alors les champignons, doit y avoir encore plus d'études dans nos bases scientifiques que la lumière rouge. Et il y a dans la littérature 15 champignons anti-cancer utilisés en Chine, en Asie. Quand vous parlez d'un champignon en France anti-cancer, on vous sort le bazooka et si vous sortez par la porte, donc il faut essayer d'expliquer aux médecins, etc., ce qui se passe, etc. Juste pour vous montrer qu'il y a des études, hein. Il y en a plein. Sauf que voilà, on sait comment ça fonctionne, on a décortiqué complètement comment chaque champignon va avoir un effet sur quel type de cancer et comment ça fonctionne. C'est juste pour montrer des preuves. Et puis, il y a des essais thérapeutiques. Mais le problème, c'est qu'il y a peu d'études rendues comme si c'était un médicament de ces fameuses études contre placebo. Alors, le problème, c'est que le champignon, ça a une odeur, ça a un goût. Donc, vous ne pouvez pas faire d'études contre placebo parce que très vite, tout le monde sait si vous mangez le champignon, vous mangez un placebo. C'est juste pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres systèmes de pensée, d'autres paradigmes scientifiques pour essayer d'avancer. Mais encore une fois, les champignons sont remboursés au Japon et en Chine. J'en ai pris un qui est donc le reishi dont je vous ai parlé tout à l'heure.
pour vous montrer que voilà, les études, elles existent, il y en a plein, surtout à partir de 1987. Si vous regardez, si vous filtrez PubMed, qui est notre base scientifique sur essais thérapeutiques, il y en a moins. Et donc, les gens qui ont l'esprit un peu étroit, ils vont dire, ah, ben, il n'y en a pas, etc. Donc, ça ne marche pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, il y a un truc qui s'appelle le Cochrane Datapass pour les soignants qui nous écoutent. Vous allez voir, c'est gratuit, etc. C'est la Bible. C'est des gens qui font de la recherche bibliographique, qui compilent toutes les études et qui vont nous dire, qui vont nous faire des recommandations. Alors, il y en a une sur le reishi. Il y a une étude qui a été faite pour savoir si le reishi peut être recommandé dans un parcours de soins cancérologiques. Alors, la première question, est-ce que ça augmente la survie? Alors, non, on n'a pas de preuve. Ouais, les Chinois, ça fait des siècles qu'ils en prennent. S'ils n'avaient pas un effet, ça fait longtemps qu'ils auraient arrêté de prendre du reishi. Est-ce qu'on voit des tumeurs fondre quand on prend des champignons? Alors, c'est peut-être dans le cancer du poumon. Il y a des études qui semblent montrer que si vous prenez chimiothérapie plus champignons, ça va mieux que chimiothérapie seule. Ok. Est-ce que ça augmente l'immunité? Ça, c'est clair. Toutes les études ont été faites qui montrent effectivement que ça a une augmentation de l'immunité. Et donc, on peut penser que si ça augmente l'immunité, forcément, ben, il va y avoir une meilleure réponse anti-cancer et peut-être une augmentation de la survie, sauf qu'on n'a pas de preuves à l'heure actuelle. Et ça améliore la qualité de vie, ça aussi, notamment pour les nausées, la fatigue, etc. Donc, c'est juste pour les détracteurs. Je dis, bah, attendez, ça existe, hein. Faites ce que vous voulez. Vous avez dit pas de recommandations. Bah, si, il y a des recommandations. Il y a plein de recommandations d'interventions non médicamenteuses dans les parcours de soins cancérologiques. Alors, c'est même publié par l'American Society of Clinical Oncology. C'est un congrès, 50 000 personnes, 50 000 cancérologues chaque année qui se retrouvent à Chicago, parce que c'est le seul endroit sur Terre où vous pouvez mettre 50 000 personnes dans une salle. Et c'est publié dans la Bible des oncologues qui s'appelle le Journal of Clinical Oncology. Je vous ai mis les tableaux. Alors j'espère qu'il y a le Qigong parce que je me souviens plus de tête. Mais vous trouvez le yoga, par exemple. Le yoga, vous le trouvez dans la prise en charge de la douleur des patients cancéreux. 50%, 60% des patients qui ont un cancer ont mal à un certain moment. Vous retrouvez l'acupuncture. D'accord? Vous retrouvez l'hypnose. Vous retrouvez la réflexologie, les massages. D'accord? J'ai rien à dire. Dans, dans globalement la prise en charge du cancer du sein. Et alors, je suis sûr que le Qigong, il est quelque part, mais je sais plus. Euh, pof, pof, je sais plus. Donc là, vous avez l'acupuncture dans la dépression. Et alors, ce qu'on regarde, nous, c'est le Strength of Evidence Grade. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une preuve suffisante pour le recommander? Alors, je n'ai plus retrouvé le Qigong, c'est pas grave. Moi, je regarde un truc. Je regarde, ah bah ouais, super. Alors, A, méditation est recommandée pour réduire l'anxiété. Qu'est-ce qu'il y a comme A, hop, autre. La méditation et d'autres techniques mind-body, donc corps-esprit, sont recommandées pour traiter la dépression. Pof, 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 je regarde sur A. La méditation, je suis désolé, hein. La méditation est recommandée pour améliorer la qualité de vie. Donc voilà. Donc les décideurs, ils disent ah bah oui, bah, il faut que je mette la méditation. Donc il faudrait qu'il y ait des profs de méditation dans tous les services de cancérologie du monde. Je laisse deviner. Alors moi, un de mes sujets de recherche, c'est la neuropathie. C'est quand les gens ils perdent des doigts au bout de quelques séances de chimiothérapie. Bah, désolé, recommandation H, il n'y a rien. Pour la douleur, les recommandations de type C. Donc c'est pas suffisant pour recommander, pour mettre en place. Bon, je regarde à ce moment-là, je regarde les B. Parce que les B, il n'y a pas encore assez de preuves, mais quand même, on se dit qu'il doit y en avoir, que ça doit marcher. La musicothérapie pour l'anxiété, les gestions du stress pour l'anxiété, ça paraît évident.
Le yoga, niveau de preuve B. L'acupression pour les chimiothérapies, pour la nausée. L'électroacupuncture pour les nausées. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Donc, le yoga est recommandé pour améliorer la dépression, les massages. Encore une fois, la musicothérapie. C'est comme ça qu'un décideur va choisir quelle intervention non médicamenteuse je vais implanter, ou je vais essayer d'implanter dans mon dispositif anti-cancer. Là, c'est pour la fatigue. Bon, je vais passer parce que je suis presque sûr que j'ai vu le Qigong une fois quelque part. Non, c'est pas dans celui-là. Bon, je vais passer. L'utilisation du cannabis et des Qigong était cannabinoïdes. en 14. C'était en 14, on l'avait trouvé? Oui, En 14, c'est où? Tai Chi Qigong. Sur cette Clinician diapositive-là? should recommend Tai Chi or Qigong. Voilà. Attends, si. Ah oui, là, pardon. 1, 4, ouais. Ouais. Strength of recommendation, strong. Ouais. Mais bon, les qualités des preuves modérées, mais c'est quand même une recommandation dans la fatigue. D'accord? Donc, peut y aller, hein. Faudrait qu'il y ait des profs de Qigong dans chaque service de cancérologie. Tai Chi, Qigong pratique, donc à intensité modérée ou faible pour réduire la fatigue. C'est le seul endroit où j'ai trouvé pour l'instant une recommandation, mais il y en a une. Donc voilà. Le cannabis, on va passer, c'est pas le sujet du soir, mais il y a aussi des recommandations pour le cannabis. Et puis vous avez des recommandations pour l'anxiété. Donc il y a le yoga, ça on l'a vu, la musicothérapie, et il y a petit tai chi. Tai chi Qigong, c'est là, après traitement. C'est évidence, qualité et strength. Donc, c'est la même chose. W, c'est pas terrible. Mais voilà, on peut quand même le recommander également pour l'anxiété et la dépression. Voilà, donc tout ça existe. Je vous ai fait un peu plus gros. C'est un résumé d'un résumé. Et effectivement, on trouve le tai chi et le qigong dans la fatigue, dans l'anxiété et la dépression et dans le problème du sommeil. Il y a quand même trois croix. Le yoga, il y en a partout. Je sais pas pourquoi. L'acupuncture, vous le retrouvez quand même, la nutrition, l'exercice physique, etc. Donc, voilà, c'est juste pour démontrer qu'il y a des activités non médicamenteuses qui sont recommandées. Et je vais conclure sur la chose suivante. L'oncologie intégrative, c'est devenu incontournable. Le gros problème, c'est l'organisation. Les dispos, c'est départements interdisciplinaires de soins de support, etc. Euh, Ça devrait devenir des départements interdisciplinaires de soins de support intégratifs. Alors, aux États-Unis, c'est fait depuis 10 ans. Aux États-Unis, dans les plus gros centres de cancérologie, vous avez des professeurs de Qigong à tous les coins de service. Vous avez de la médecine ayurvédique. Vous avez un tas de trucs qui sont démontrés. Ils prennent que des choses démontrées parce qu'ils s'est remboursé. C'est remboursé par l'équivalent des mutuelles en France. D'accord? Et vous avez des départements de 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés de médecine intégrative. Le problème, c'est la bienveillance versus la malveillance des oncologues. Alors, quand c'est bienveillant, c'est bien. Vous avez le cancérologue qui vous dit, j'y connais rien, mais je m'en fiche, faites ce que vous voulez. Tant que vous n'arrêtez pas la chimiothérapie, que je suis sûr que cela ne réduit pas l'activité du traitement. Mais vous avez quand même des malveillants. Il dit tout ça, c'est des bêtises, c'est moi qui ai le pouvoir, allez vous faire voir. Si, j'ai vu, hein, j'ai fait beaucoup de deuxième, troisième avis. Si vous faites ça, je vous prends plus en charge. Il faut des hommes, et c'est ça le problème. Euh, le Qigong, c'est, excusez-moi d'être un peu pragmatique, mais un professeur de Qigong, ça peut me contredire si je me plante, mais il peut prendre jusqu'à 20 personnes à la fois. Un réflexologue, il n'y a que deux mains et que deux pieds, c'est une personne qui est bloquée pendant une demi-heure. D'accord? Donc c'est pour ça que le yoga et le qigong aussi sont plutôt recommandés parce que c'est plus facile à organiser dans un service de cancérologie. Il faut des hommes, des locaux et des sous et de la coordination. Et donc là, on est en train de tout essayer d'organiser, ce qui n'est pas simple, hein. Il y a de plus en plus de centres intégratifs, alors souvent extra-hospitaliers, pas que en cancérologie. Si vous avez l'occasion de voir un film qui est superbe, qui s'appelle Viens voir la nouvelle médecine en train d'éclore, elle est en train de se circuler partout.
La productrice du film, qui est absolument géniale, rien qu'en faisant le film, elle a trouvé 150 expériences de médecine intégrative en France. Donc c'est en train d'avancer. Les avantages, c'est que c'est aller dans le sens de la médecine de bon sens. C'est de ne pas rajouter des effets secondaires aux effets secondaires et c'est une humanisation des services d'oncologie. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté. S'il y a des questions, Oui, docteur, je suis à votre merci à écoute. vous. La première question, c'est est-ce que la réflexologie plantaire est indiquée en cas de cancer? Oui, complètement. C'est la réflexologie plantaire. Alors je sais pourquoi il y a des gens qui posent la question. C'est parce qu'il y a certaines écoles de réflexologie qui ont contre-indiqué la réflexologie plantaire pendant le cancer ou pas après-cancer parce que soi-disant ça fait circuler les cellules cancéreuses. C'est une fausse information, c'est un fake absolument fabuleux. La réflexologie plantaire, je sais, il y a des recommandations au niveau international et c'est une des seules pratiques non conventionnelles énergétiques, parce que pour moi la réflexologie plantaire c'est de l'énergétique, qui est, qui est pris en charge dans la Ligue contre le cancer, dans les services de cancérologie. Par exemple, en Alsace, on a ce qu'on appelle le dispositif d'accompagnement et de coordination en soins de support en oncologie et il rembourse au thérapeute, donc au patient, mais au thérapeute, il paye directement le thérapeute pour 3 séances de réflexologie après cancer, 3 séances de sophrologie, 3 séances de psychologie, 3 séances d'esthétique et 3 séances d'activité physique et 3 séances de diététique. Donc quelqu'un qui connaît le système peut avoir accès à des professionnels 3, 4, 5, 15 séances en post-cancer. Alors, on va dire à Nadège que oui, il y aura un replay de votre conférence. On pourra le retrouver, ce replay, sur la chaîne YouTube du réseau Goling France, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez réseau Goling France et vous pourrez réécouter la conférence du docteur Wagner. Alors, ensuite, on a, connaissez-vous le quatrième état de l'eau, zone d'exclusion, travaux de Gérard Pollack, batterie de Oui, l'acide? oui, bien sûr. Et en fait, c'est très intéressant comme question parce qu'en photobiomodulation, on active, il y a une des théories, enfin, des expériences qui ont démontré qu'en photobiomodulation, on transforme la quatrième, on augmente cet état de l'eau en quatrième état. D'accord. Et donc, l'homéopathie aurait été expliquée par Luc Montagnier par les travaux sur la mémoire de l'eau. Oui, alors je peux vous faire une conférence d'1 heure sur ça si vous voulez, mais c'est pas le sujet. Effectivement, c'est passionnant, mais Mm. effectivement, oui, je le sais, bien sûr. Et je pense que c'est le mécanisme d'action de plein de choses, et notamment des maladies auto-immunes et des Covid longs. Vous avez aussi, on vous demande si vous connaissez le service passe-temps à Narbonne du docteur Fourcade. Non, je veux bien le connaître, c'est quoi? Pas plus Palo, si vous avez plus d'informations sur ce service de ce docteur, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Andrea qui demande si le shiatsu est indiqué en Excusez-moi, ça a un cas peu coupé. de Est-ce que le dessus, cancer. c'est quoi? Attendez, ça a complètement coupé, donc je vous ai pas entendu, Le excusez-moi. shiatsu, le shi- Oui. il n'y a pas de mal. Euh, Est-ce que le shiatsu est indiqué en cas de cancer, de cancer? alors, le shiatsu, je l'ai dit, peut-être que la personne n'était pas connectée, c'est la deuxième tradimédecine reconnue, enfin, la deuxième médecine officielle du Japon. Mhm. Donc oui, oui, bien sûr, c'est indiqué. C'est une technique énergétique mind-body qui est tout à fait indiquée en cancérologie, oui. Enfin, indiquée. C'est une pratique non conventionnelle de santé qui est devenue alors, elle n'a pas encore tout à fait le statut d'intervention non médicamenteuse officielle en France, mais oui. Alors moi, je suis très ouvert à partir du moment où c'est une médecine. Je dis simplement, j'ai encore dit en conférence à Médoucine hier soir, faites attention que les Européens ne sont pas des Asiatiques. Donc, Paolo nous en dit un petit peu plus sur le service passe-temps à Narbonne du docteur Fourcade, hein. C'est un service d'hospitalisation de jour qui propose des soins comme la réflexologie, la Ah oui, diététique,
la médecine traditionnelle chinoise, la musicologie, Ouais. euh, voilà, pour les Alors personnes. ça, c'est super comme question et comme partage d'expérience. En fait, c'est probablement l'avenir, c'est ça. Parce que le problème, c'est le financement et que alors, c'est dans une clinique privée, j'imagine. Les cliniques privées, alors il faut 30 secondes sur le financement des soins en France, de la prise en charge. C'est que jusqu'à maintenant, on était parti sur du paiement à l'acte. Il y a des avantages et des inconvénients. Actuellement, le ministère nous prépare de la santé nous prépare une grosse réforme pour payer au parcours de soins et plus à l'acte. Et donc, les cliniques privées, notamment, qui ont toujours une longueur d'avance sur le public, sont en train de développer de plus en plus. J'ai travaillé pendant longtemps dans une clinique privée, donc j'ai j'ai abandonné le milieu hospitalier au mois d'août l'année dernière. Euh, donc j'ai organisé, j'ai fait la même chose qu'à Narbonne, un service un hôpital de jour de soins de support en cancérologie où il y avait de la réflexologie plantaire, il y avait des choses comme ça. Donc c'est probablement l'avenir, mais un avenir pour apprendre aux gens ce que c'est que la médecine intégrative. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais prendre en charge les 3 millions de personnes qui ont été atteintes d'un cancer en France. Donc, toute notre réflexion, la Société française d'oncologie intégrative, c'est comment on va intégrer, organiser les parcours de soins, quelle va être la labellisation des thérapeutes. Bah, c'est pour ça que j'ai accepté de faire la formation pour votre réseau. C'est qu'il y aura un label qui permettra de dire oui, mais moi j'ai fait cette formation-là et ça permettra, j'espère, dans un avenir proche, de trouver des financements et de remboursement pour du Qigong, mais on prendra des professeurs labellisés et pas des gens qui ont fait du Qigong en 24 heures sur Internet. Ça Euh, existe, hein. oui, bien oui, malheureusement. Euh, Josiane demande les références des livres conseillés. Donc, il y a le livre Oncologie intégrative du docteur Jean-Loup Musset, ouais. C. Vous en avez recommandé un autre? Il me semble C'est pas. professeur Grégory Nino. Vous tapez Ah, Grégory Nino sur Amazon ou vous demandez à votre libraire préféré, vous le commandez, mais c'est Nino ok. N-I-N-O-T. Florence demande si les massages sont OK aussi. J'imagine donc lors de Alors, cancer. alors pourquoi elle pose la question? Parce que c'est la même chose que la réflexologie, où soi-disant ça mobilise les cellules cancéreuses. Donc les gens qui sont formés dans les instituts, excusez-moi, j'ai rien contre. Vous avez compris que je suis très ouvert, mais il faut faire la chasse aux mauvaises formations. Ça, c'est la première chose, hein. Ça, c'est là notre travail, la société en oncologie intégrative, ça va être de faire des cadres. Alors, il n'y a pas que moi, il y a le CUMIC qui est pas que moi, il n'y a pas que ma société, il y a aussi le CUMIC qui est la commission universitaire des médecines intégratives et complémentaires. Donc, il y a des professeurs de médecine qui commencent à s'intéresser au sujet. Et ils ont même, la première chose qu'ils ont réussi à faire, c'est d'obliger les facs de médecine à faire 20 heures de cours d'enseignement sur ce que c'est que les médecines intégratives et complémentaires. C'est pas fait partout. Et puis malheureusement, on entend des remontées maintenant où c'est pendant 20 heures, on casse le système. Voilà. Et au moins, ça existe. Et puis, voilà, il y a quand même des sociétés savantes qui s'intègrent. Le premier travail qu'on fait, c'est cadrer tout ça. Les premiers cadres qu'on va faire, c'est faire la chasse aux mauvaises formations. Ça, c'est clair. Il faut que, voilà, toutes les formations ne sont pas RNCP. La sophrologie, il y a certaines écoles qui viennent de sortir du RNCP. Enfin, c'est compliqué. Les naturopathes ne sont pas RNCP. Les réflexologues ne sont pas RNCP, à ma connaissance. Euh, à l'école des. J'ai discuté avec la présidente du syndicat des réflexologues hier, et on n'a pas eu le temps de reparler de ce sujet-là. Peu importe. Euh, c'est cette notion de formation. Or, effectivement, dans tous les gens qui se disent thérapeutes, qui ont eu des formations dans des écoles de massage, d'esthétique. Ces écoles de massage esthétique, elles disent toutes, ne touchez pas aux patients cancéreux. Parce que elles disent, je veux pas qu'on vienne me dire
Oui, mais on m'a pas dit qu'il fallait pas toucher aux patients cancéreux. Ils ont tellement la frousse, ok? Mais c'est aussi comment on dit, une légende urbaine. Thaïlandais, les Chinois, les Asiatiques se font masser plusieurs fois par mois. Ça fait partie du soin de bien-être, du soin de santé, et il n'y a pas plus de cancer. Il y a même moins de cancer quand ils arrêtent de manger du McDo et de vivre à l'européenne. Il y a beaucoup moins de cancer, notamment le cancer du sein en Asie qu'en Europe. Sauf que maintenant, bah, j'ai vu des images d'Asiatiques qui sont tous gros, gras, avec le hamburger dans une main et puis le coca dans l'autre. C'est même pas light, le coca. On va terminer avec Nadège, si vous voulez bien. Alors, Nadège nous dit, j'enseigne en Qigong thérapeutique. Elle est praticienne en Qigong Lyofa et elle suit actuellement, elle est en train d'être formée à la méthode Goling. Bravo à vous, Nadège. Alors, elle vous pose cette question, docteur. Pensez-vous que certains hôpitaux pourraient être intéressés pour les deux premières pratiques, c'est-à-dire le Qigong thérapeutique ou le Qigong Lyofa, en dehors du cadre APA, en activité physique, mais plutôt orienté sur l'aspect soin dans la prise en charge? Et elle dit que c'est une infirmière de profession. Alors, c'est excellent comme question. Ce qui est en train de se passer, c'est que, premier niveau, il faut ouvrir les yeux des gens. Je vous rappelle un truc que vous savez peut-être pas, mais c'est que en France, pour pouvoir faire de la cancérologie, de la chimio, de la radiothérapie ou de la chirurgie, il faut être autorisé. Il faut être autorisé par l'Agence régionale de santé. Or, dans les critères d'autorisation, il y a comment vous organisez les soins de support. Alors, le souci, c'est que la plupart des centres de cancérologie disent, ouais, bah, j'ai une socio-esthéticienne, j'ai une psychologue, j'ai un kiné, j'ai une diététicienne. Et alors, le problème, c'est que beaucoup d'ARS a dit, ah bah c'est très bien, je vous donne l'autorisation. Sauf que ça suffit pas, clairement, ça suffit pas. Bon, j'ai oublié l'activité physique adaptée, mais il n'y a pas encore d'activité physique adaptée dans le problème, ça va être comment, une fois qu'on a ouvert l'esprit du centre de cancérologie ou de radiothérapie ou de chimiothérapie, à quel professionnel de santé je vais faire appel? Et c'est là où je fais un appel. Alors, je suis pas en Je train, réponds une question. T'as fini? non, Ah, je suis Hein? pas en train, je suis pas en train de dire que toutes les infirmières doivent dépeupler les services en devenant thérapeutes. Mais ce qui va se passer, c'est que dans les prochains temps, il y a des prémices de ça. Il va y avoir des interventions non pharmacologiques qui vont être remboursées. Et on entend dire que les thérapies qui vont être remboursées elles seront remboursées si c'est un professionnel de santé qui est devenu professionnel de la santé, donc thérapeute, qui pratique cette intervention non pharmacologique. Donc, je suis en train de vous dire quoi? C'est que si un service veut s'intéresser à des techniques intégratives, eh bien, il va faire appel aux infirmières. Donc ça, c'est le premier message. Donc oui, il faut absolument que les professionnels de santé se forment à ces techniques-là. La deuxième chose, c'est que alors ça, c'est là, excusez-moi, mais on est en France, c'est le système D, c'est démerde-toi. Je suis désolé. C'est oui, si vous entendez bien avec votre chef de service, avec votre cancérologue, avec vous, etc. Peut-être qu'il va vous octroyer 2 heures de travail de groupe de Qigong par semaine. Mais c'est complètement démerde-toi. Excusez-moi de parler comme ça. Il y aura pas de recommandation officielle sur l'organisation de la oncologie intégrative avant 10 ans en France, pas comme aux États-Unis. Donc pour l'instant, c'est des expérimentateurs. J'appelle ça les expérimentateurs. C'est chacun dans son coin, il va essayer avec sa foi, avec son envie de dire, bah, écoutez, moi je suis professeur de Qigong Kyoning, je suis infirmière. Regardez les recommandations internationales montrent que dans le cancer du sein, etc., le Qigong a sa place dans la prise en charge du truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous donnez 2 heures de mon temps de travail pour avoir un groupe de Qigong dans votre service? Et bon courage, hein. mais ça peut se faire, Nadège. Donc, Mais ça peut se faire. Vous avez voilà. l'autorisation de la science pour le faire. On va terminer.
Et c'est bravo à vous, Nadège, si vous avez déjà effectivement réussi à approcher quelques EHPAD. Hilaire vous demande, que pensez-vous de la prise de vitamines en surdose, comme 20 grammes de vitamine C par jour, vitamine B, D, E? Déjà, la vitamine BDE, ça sert à rien de faire de la surdosage, ça sert à rien. Parce que les vitamines, des vitamines, bah, vous avez vos vitamines, et ben, euh, une fois que vous avez vos apports journaliers de 100%, bah, ça sert à rien d'en prendre plus. Alors, le problème de la vitamine C, c'est autre chose, parce que la vitamine C aurait des propriétés anticancéreuses. C'est super utilisé en Allemagne. En Allemagne, il y a beaucoup, beaucoup de patients qui se font perfuser 15-20 grammes de vitamines par semaine. Voilà, par jour, ça sert à rien, mais voilà. Les Allemands, alors moi je suis alsacien, donc je travaille à la frontière. Je connais bien les Allemands, que j'adore, hein. Je suis trilingue, je parle l'allemand, l'anglais et le français. J'adore passer des vacances en city break. Là, j'ai fait un city break le week-end cette semaine, la semaine dernière à, merde, je sais même plus où j'étais. La quatrième ville d'Allemagne, bon, peu importe. J'adore les Allemands, ils sont pas plus cons que les Français, hein. Si les Allemands se font perfuser plein de vitamine C, ils ont des raisons. Et quand vous regardez la langue, des recherches en langue germanique, vous trouvez plein de références sur la vitamine C et le cancer. Voilà. Le problème, c'est qu'en France, ça n'a pas, et en anglais, il n'y en a pas, et qu'en France, le problème, c'est de trouver, les doses de vitamine C suffisantes, et surtout une infirmière qui accepte de vous injecter dans votre site implantable les 20 grammes de vitamines. N'essayez pas de les manger parce que votre estomac ne supportera pas 20 grammes de vitamine C par jour. Très bien, ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, docteur Jean-Philippe Wagner. Je rappelle que vous êtes spécialiste, on l'a bien vu, en oncologie, médecine de la douleur et des soins de support intégratifs. Alors, vous proposez sur le réseau Golling France en formation la théorie fondamentale de cancérologie occidentale, hein. Vous allez définir les 6 piliers de santé. Ça se passera en visio, hein, on est bien d'accord, les 1er et 2 mars. Alors, j'invite toutes les personnes qui pourraient être intéressées à aller sur le site réseaugollingfrance.com. C'est une formation tout public, hein, à préciser. Voilà. Merci beaucoup encore à toutes et à tous. N'hésitez pas, si vous avez des réseaux sociaux, à venir sur celui de Réseau Golling France officiel, Instagram et Facebook, et puis à partager ces informations quand il y a des conférences dans votre entourage. Même si vous dites, oh, ben non, mais il n'y a personne qui peut être intéressé, on ne sait jamais. Ça ne mange pas de pain, comme on dit, de partager l'information. Les gens, après, sont assez grands pour choisir s'ils ont envie d'être intéressés ou pas. Et d'autres conférences sont prévues et vous les retrouvez bien évidemment soit en vous inscrivant à la lettre d'information sur réseaugollingfrance.com. Comme ça, vous la recevez et vous ne manquerez rien de tout ce que propose le réseau. Merci encore à vous. Ravi que ça vous ait plu. Merci, professeur, docteur Wagner. Après tout, hein, vous Ben, enseignez la, aussi. la fac, Voilà, la- on je suis pourrait. trop rebelle pour être professeur. Et on vous retrouve le 1er et 2 mars pour le module que vous présentez sur le réseau Golling France. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à une Merci à prochaine vous. conférence. Au revoir. Donc,